Bonjour, je me prénomme Guillaume, nous sommes le 18 septembre 2015 et aujourd'hui je souhaiterais parler de la société, du concept d'union et de sa nécessité. Donc tout d'abord, l'homme est un animal social comme beaucoup d'autres animaux. Il vit en société. Pour survivre, il vit en société. Il y a des exceptions avec des humains qui arrivent à vivre hors de la société, mais c'est une minorité extrêmement rare. Le fait d'être par exemple célibataire en ville ou même à la campagne ne nous met pas en dehors de la société parce qu'on continue à profiter de ses atouts, par exemple aller faire ses courses au supermarché, si jamais on tombe malade on va chez le médecin, tout ça ça fait partie de la société, donc on n'est pas en dehors de la société même en étant célibataire, même à la limite peut-être en étant marginal peut-être, même si on dit justement que les marginaux sont hors de la société, ils gravitent malgré tout autour de la société et s'ils devaient être dans un état de nature sans société, peut-être que leur vie serait encore malheureusement plus courte. Bref, en tout cas, l'homme est un animal social, il a besoin de vivre en société. Par exemple, le couple est déjà un noyau, une forme de société. C'est-à-dire que les individus, avant de se mettre ensemble, ils ont, admettons, pleine liberté de choisir à quelle heure ils vont rentrer, à quelle heure ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. À partir du moment où on se met à deux, il y a des compromis à faire. Et même si ces compromis, donc les compromis ça veut dire des formes de lois, même si ces lois sont tacites, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas verbalisées, pas exprimées, elles sont là de fait, du fait que l'on se mette ensemble. Donc par exemple, le fait d'appeler pour dire ce soir je rentrerai tard, ou je sors avec mes amis, ou tout un tas de choses, quoi. À partir du moment où on est à deux, il y a déjà une forme de société qui s'installe avec des formes de règles si l'on veut. Ensuite, évidemment, la famille est un très bel exemple de société où il y a peut-être une forme de hiérarchie ou en tout cas de répartition des rôles. Je ne suis pas certain que la hiérarchie soit nécessaire et soit une condition de la société. Je ne suis pas certain, parce que justement je prône une horizontalité. Mais en tout cas, il y a une répartition des rôles qui se crée au sein de la famille. Dans une famille traditionnelle qui tente à disparaître, et peut-être tant mieux, on pourrait dire que ce qui était dévoué à la femme était élever les enfants, s'occuper du foyer. Ce qui était dévoué à l'homme, c'était aller gagner le pain, et la partie des enfants, c'était d'aller à l'école, de recevoir une éducation, éventuellement un peu plus tard d'aider les parents, etc. Mais il y a déjà une forme de répartition des rôles. Et aujourd'hui, si cette forme traditionnelle de famille tente à disparaître, et c'est tant mieux, il y a quand même des rôles, même s'ils s'intervertissent. Voilà, ça peut être l'homme qui... alors ça c'est un schéma traditionnel, après il peut y avoir deux hommes, deux femmes, etc. Je prends un exemple classique, on va dire. Donc voilà, les rôles peuvent s'intervertir. À un moment donné, ça sera la femme qui travaillera et l'homme qui restera à la maison, pourquoi pas. Moi je serais très content de ça, en ce qui me concerne, etc. Mais la famille est déjà une forme de société, bref, avec des règles, avec des rôles, et donc des responsabilités qui incombent à chacun et au groupe en même temps. Donc, parler d'individualité ou d'individualisme, alors ce sont peut-être des concepts ou des nuances que je n'ai pas travaillé parce que, entre parenthèses, je n'ai absolument pas préparé cet enregistrement, je me lance comme ça, sans filet. Et donc, penser l'individualisme dans le cadre de la société, c'est un peu erroné, ou en tout cas, il faut préciser ce que ça veut dire. Parce que il y a des individualités nécessairement, on n'est pas des robots tous fabriqués dans le même moule avec le même logiciel. On a nos identités, nos particularités, et tout ça, ce sont des richesses.
Mais ce qui est au-delà de chaque individualité, ce qui les chapeaute, qui même d'une certaine façon les garantit, c'est le bien commun. Il y a des intérêts particuliers, mais au-dessus de l'intérêt particulier, il y a l'intérêt, le bien commun. Pourquoi ? Parce que la société. S'il n'y avait pas de société, pas besoin de bien commun, chacun fait comme il veut, etc. Mais à partir du moment où il y a société, et c'est la meilleure façon de survivre pour l'humain, et de non seulement survivre, mais se développer, à partir du moment où il y a société, il y a bien commun. Et ce bien commun est nécessairement au-dessus du bien individuel. En tout cas, au-dessus, c'est-à-dire par étape, comment on appelle ça déjà ? Par priorité. Le bien commun doit normalement garantir le bien particulier aussi, mais tout en le limitant nécessairement, parce qu'on vit en société, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le cadre d'un couple. On ne peut plus rentrer à n'importe quelle heure sans prévenir. Malheureusement, des fois ça arrive, mais c'est pas très sympa par rapport à l'autre personne et ça risque de ne pas fonctionner longtemps. Donc voilà, la société est la meilleure forme pour l'humanité de survivre et de se développer. Et la société entraîne nécessairement un bien commun et donc des responsabilités qui doivent garantir l'intérêt individuel tout en le limitant. Donc le bien commun est quelque chose a priori de très important. Et il faut faire l'effort intellectuel de toujours l'avoir à l'esprit dans toutes les formes de réflexion que l'on va avoir pour imaginer des lois, imaginer des situations. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que ça peut correspondre ? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du bien commun ? Est-ce que si un autre individu fait ce que moi je voudrais faire, est-ce que ça ne m'affecterait pas ? Voilà, il faut toujours garder à l'esprit ce bien commun au-dessus, ou en tout cas en parallèle, il faut que le bien individuel et le bien commun ne se compromettent pas l'un l'autre. C'est un peu contradictoire ce que je dis, parce que justement le bien commun, on pourrait penser que le bien commun contrevient à l'intérêt individuel, alors qu'en fait il le garantit tout en le limitant. Voilà, donc ça c'était sur la société, c'est assez confus, mais c'est ce que je dirais pour l'instant. Ensuite, donc s'il y a société, donc il y a bien commun et société, ça veut dire union. Et donc une société qui fonctionne, c'est une société unie. Je pense que c'est une évidence par essence. Une société qui fonctionne est une société unie. Une société unie, c'est une société dans laquelle chaque individu a compris la nécessité et la prioritarisation, c'est un néologisme, comment on dit ? Rendre prioritaire le bien commun au-delà du bien personnel, avant le bien personnel, mais qui doit grandir. Donc, si nous sommes désunis, et il y a tout un tas de vecteurs qui nous désunissent, si nous sommes désunis, la société fonctionne mal, normalement, a priori. Donc ce qui peut nous désunir, c'est là où les religions, alors si c'est la religion, qu'il n'y en a qu'une seule dans le pays, peut-être qu'il y a cette religion unique et dominante, ou en tout cas, enfin dominante, par son monopole. Mais à côté de ça, il y aura probablement des athées ou des agnostiques. D'accord ? Donc il y a déjà une forme, il peut y avoir une forme de division par leur religion. Il peut y avoir une forme de division par les différentes ethnies, ou par exemple, tout simplement, sans parler de religion ou d'ethnie, imaginons que nous ayons tous la même religion, que nous soyons tous de la même couleur, que nous ayons tous la même culture. Il peut y avoir une désunion, une division dans ce que Marx et ce que nous connaissons aujourd'hui, les classes. Donc les prolétaires, les riches, voilà, etc. et les pauvres. Mais nous devons, même si ces divisions ou ces vecteurs à la division existent, sont là, sont une réalité, nous devons comprendre
qu'il faut éviter qu'il le soit parce que ça crée de la désunion et parce que donc une désunion entraîne une société qui fonctionne mal, voire qui au bout d'un moment se délite et se détruit. Donc il faut veiller à intégrer, enfin c'est déjà intégrer nos particularités. Je suis blanc, je suis chrétien, je suis issu de telle culture, etc. Telles sont mes origines. Ça c'est intrinsèque à ma personne. C'est pas vraiment intrinsèque à ma personne, mais en tout cas mon histoire. C'est ce qui construit mon identité, mais ça ne doit pas être des vecteurs de division par rapport à d'autres membres de la même société qui auraient différentes histoires personnelles. Ça doit être des richesses, mais pas des obstacles à tout un chacun. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit à chaque fois qu'on réfléchit, à peu près dans toutes les matières, en particulier la matière politique. Attention, politique, on croit que la politique, c'est la politique professionnelle, celle qu'on voit dans les débats, celle que les élections, etc. La politique, c'est pas ça, c'est une forme c'est une dérive même de la politique. Politique, si on revient à l'origine du mot et si je ne fais pas d'erreur, corrigez-moi, mais ce sont les affaires de la société. Donc on parlait de société, donc tout ce qui est affaire de la société, ça va être basiquement les lois, quoi, tout simplement. Donc les lois, c'est ça la politique, c'est la rédaction, la proposition, les débats autour de ces lois, les institutions, etc. Tout ça, c'est ce qui fait la société, c'est ce qui fait... Pourquoi je parle de loi, je me suis perdu. Enfin voilà quoi. C'est ce qui constitue la société. Merde! En revisionnant cette première partie, je me suis aperçu que je n'ai peut-être pas assez développé ce qu'était le bien commun. Le bien commun, c'est ce qui va garantir le bonheur de chacun. Dans un maximum de sa dimension individuelle, mais évidemment en prenant en compte l'ensemble du corps social. Et avec cette fameuse formule, le bonheur de chacun s'arrête là où commence celui des autres. Donc on va essayer de garantir le bonheur individuel de chacun un maximum, mais forcément il sera limité, c'est les limites dont je parlais tout à l'heure, il sera limité par la nécessité de garantir la liberté, le bonheur d'autrui, donc de toutes ces individualités au sein du corps social, de la société. Donc c'est ça le bien commun, c'est de garantir, de développer, de garantir le bonheur de chacun dans la limite indiquée par la formule, le bonheur de chacun s'arrête là où commence celui des autres, si je la dis correctement. Ensuite, donc, tout à l'heure, je disais que la politique, c'était les affaires de la société. Donc, les lois, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois, elles donnent un cadre, elles définissent même. C'est pas seulement donner un cadre, elles définissent nos vies. Alors, ça peut être perçu de façon relative, mais à mon avis, elles définissent plus que relativement nos vies. Donc elles sont importantes. Enfin, je veux dire, si chacun d'entre vous, d'accord, qui regardez, puisque ces lois vont définir vos vies, d'accord, je pense que nécessairement ça vous concerne. Vous avez un intérêt à savoir quel est le cadre qu'on va donner à ma vie, qu'est-ce qu'on va m'autoriser ou m'interdire, qu'est-ce qu'on va me garantir, quel droit on va me donner, quel devoir on va m'imposer, etc. Donc ça doit intéresser tout un chacun. On ne peut pas, frères et sœurs humains, on ne peut pas juste consommer, être heureux dans ce cadre sans s'intéresser à ce cadre, à mon avis. J'ai envie de dire que c'est coupable. Je veux accuser personne, je ne veux juger personne. C'est le mot qui me vient là tout de suite à l'esprit. Pourquoi est-ce que c'est coupable? Uniquement, on va dire uniquement, dans la projection dans le temps. C'est-à-dire que si chacun, dans la durée de sa vie, on ne va pas se préoccuper des lois, donc du cadre
du cadre de la société, on va léguer nécessairement ce cadre à nos enfants. Nos enfants, on fabrique entre guillemets, des enfants tous les jours. Pas moi, j'ai une autre vision là-dessus, mais la plupart des gens, et c'est tant mieux, hein, bien évidemment. Mais alors, si on fait des enfants, la logique, c'est de se préoccuper du cadre qu'on va leur léguer, dans lequel déjà ils commencent à grandir, et puis ils vont s'épanouir ou pas quand ils seront adultes. Donc c'est en cela que je dis que c'est coupable. Le mot est peut-être un peu fort, je pense pas, mais je veux dire, je ne veux pas être négatif ici, mais il y a une forme malheureusement de culpabilité à ne pas s'intéresser à ce qui se passe à la rédaction des lois, c'est-à-dire à la fabrication, à la délimitation du cadre, etc. de nos vies. Et puis sans parler, donc, même si on n'est pas du tout concerné même par le devenir de ses enfants, ou si simplement on n'a pas d'enfants et que donc on ne se sent pas concerné, ça nous concerne quand même directement dans la vie de tous les jours. Toutes les règles qui nous permettent de vivre, par exemple les règles de la circulation routière, ce qui évite qu'il y ait des accidents tout en nous permettant de nous déplacer d'un endroit à un autre. Il faut qu'il y ait ces règles pour qu'on puisse arriver à l'endroit de notre souhait, de notre besoin ou de notre désir. Il faut que ces règles existent pour éviter que la liberté d'un autre vienne entraver la nôtre. D'accord ? Donc c'est exactement de la même façon que ça marche dans tous les autres domaines. Donc il faut s'intéresser à ces lois, et quand elles nous paraissent logiques, fondées, qu'elles garantissent effectivement de manière tangible, expérimenter tous les jours notre bonheur, bon ben alors ce sont des bonnes lois a priori. Mais quand on perçoit qu'elles vont à l'encontre de ce bonheur, alors il est nécessaire de se préoccuper.